À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur le podcast. Tu es le fondateur de Du Sud, qui propose aujourd'hui des huiles d'olive françaises de prestige aux restaurateurs et depuis peu ouvert aux particuliers. J'ai eu la chance de travailler avec toi sur l'identité visuelle de Du Sud et tu m'as appris plein de choses passionnantes sur l'huile d'olive. Alors j'avais vraiment envie de faire découvrir tes produits d'exception et ce savoir-faire à ceux qui nous écouteront. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler de ton parcours et ce qui t'a mené à la création de Du Sud? Bonjour Audrey, merci de m'accueillir sur le podcast. Donc oui, dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça l'histoire du projet. Donc moi, pour résumer un peu mon parcours, en fait, donc j'ai fait, donc je viens du sud, hein, je viens de Provence. J'ai habité toute mon enfance autour d'Avignon, dans un petit village qui s'appelle Comps, qui est du coup dans le Gard, qui est à la limite de la Provence. Et en fait, voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lycée, dans un village qui s'appelle Tarascon. Et j'avais un ami du coup qui était fils de moulinier à l'époque là-bas. Et donc c'était le moulin Castellas, on passe le bonjour. Et en fait, quand on faisait des après-midi, un peu ou des soirées chez eux de temps en temps, et on était amené des fois de temps en temps à goûter les produits que son père faisait. Et donc j'étais assez surpris par le goût que pouvaient avoir les huiles de Provence et la diversité de ce qui était proposé. Donc ça, c'est un peu pour l'origine de la genèse de la passion, quoi, pour l'huile d'olive. Et puis en fait, après, donc j'ai eu un parcours un peu classique, on va dire, école de commerce, schéma à Nice. Puis après, je suis allé à Paris pendant plusieurs années pour travailler notamment en start-up, puis en agence de conseil digital. Et en fait, je voulais ça me titillait un peu l'esprit de créer ma structure, créer ma boîte, créer ma marque. Et en fait, arrivé au confinement, ça m'a laissé un peu le temps d'y réfléchir, même si j'étais déjà en réflexion avant. Mais je me suis dit que c'était le bon moment d'y mettre un bon coup. Et donc j'ai commencé en confinement à y réfléchir, notamment aussi avec mon frère qui m'a un peu aidé sur la genèse du projet. Euh, et en fait est venue l'idée justement de créer du coup une marque de produits de Provence au plutôt haut de gamme sur l'artisanat français et notamment les huiles d'olive. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tournée en gros pendant plusieurs mois. Ça a duré, je pense, 3-4 mois en Provence de plein de producteurs, de plein de produits, notamment l'huile d'olive et plein d'autres choses parce que le but, ça sera de diversifier la marque. Donc en fait, à l'origine, je suis allé voir plein de producteurs de plein de différentes euh, plein de différents artisans provençaux. Et, euh, et donc, en fait, je suis allé rencontrer, voilà, sur l'huile d'olive, une 30, quarantaine peut-être artisans du coin. En fait, j'ai sélectionné par l'expérience qui commence à rentrer, par les possibilités de fabrication, par le goût, par le volume, ou par la renommée ou non du moulin, mes 3 premiers partenaires avec qui on a décidé de créer du coup cette gamme d'huile d'olive qui est destinée voilà aux grands restaurants, belles tables françaises, restaurants étoilés, etc. Et, euh, et donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, quoi. Et ça a été facile de les embarquer dans ton projet, de les convaincre de participer? Ouais, franchement, la plupart, j'ai envie de dire, je sais pas, 95% des gens que j'ai rencontrés étaient plutôt emballés par le projet parce que eux sont contents parce que ça fait rayonner les produits de Provence en France et à l'étranger parce que c'est quelque chose au final qui est très local en fait, hein. C'est pour ça que je fais ce projet-là, c'est parce qu'en fait c'est connu mais localement. Donc
Le but de la marque, c'est de la faire connaître dans toute la France et dans le monde entier. Et donc, eux sont plutôt contents de pouvoir faire connaître les produits provençaux dans la France et dans le monde. Donc, à part si vraiment ils ont des quantités limitées et que leur marque du moulin est assez connue déjà pour tout vendre, ils n'ont pas besoin vraiment de faire de partenariat avec des marques diverses comme moi. Et donc, dans ce cas, c'est plutôt non, mais même si j'aime bien l'idée du projet. Mais en gros, ça va plus être le cas des moulins qui vendent beaucoup en local, en fait, aux touristes l'été, aux moulins quand ils viennent ou dans les restaurants vraiment du coin. Et en fait, ils ont besoin de vendre aussi à des personnes comme moi qui vont prendre le produit et en faire autre chose quoi, derrière, et pour le sortir du territoire, en fait, quoi. Ok. Du coup, ils sont pas en exclusivité avec toi. Ils vendent encore une partie eux, en Oui, direct ouais, et ouais, c'est ça. Ils vendent en fait leurs produits au moulin l'été pour les touristes, quoi, en général, ceux qui passent dans le coin, ou des petites boutiques dans les villages limitrophes ou dans les petits restaurants du coin. Voilà, mais ça reste en fait très local, quoi. Comme moi, je vais justement exporter le produit, on va dire, en France, même si c'est pas réellement de l'export, et exporter le produit à l'étranger, quoi. Et comment tu les as choisis en particulier? Est-ce que tu avais fait une sorte de cahier des charges ou enfin voilà, fallait qu'ils répondent quand Ouais, même à certaines exigences de ta part? c'est ça, en fait, premièrement, c'est est-ce qu'ils sont OK ou pas avec le projet pour travailler avec nous. Puis après, ça va être la taille, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont trop gros, ça nous intéresse pas parce que justement, ils sont trop gros et ils font déjà tout de leur côté et ils n'ont pas besoin de nous, entre guillemets, et puis ils sont déjà connus, donc voilà. Et s'ils sont trop petits non plus, c'est compliqué parce que s'ils sont vraiment trop petits, en termes de volume, c'est compliqué, même si on fait pas des milliards de litres par an pour l'instant. Mais, euh, mais si en fait, si on commence à travailler avec 15 ou 20 petits, c'est très compliqué de gérer la logistique derrière. Donc on est parti sur déjà le tri s'est fait sur le format de la taille du producteur, donc plutôt moyen, moins quoi. Et derrière, après, ça va être le goût, la possibilité, les gammes proposées, les olives utilisées, la méthode de récolte, si c'est bio ou pas, si c'est AOP ou pas, enfin voilà, plein de critères. Euh, et en fait, du coup, on a choisi de faire trois grands types d'huile d'olive qui sont fruités verts, fruités mûrs, fruités noirs. Donc, il fallait que le moulin soit un fruité vert, donc c'est en début de récolte, début de saison, plutôt septembre-octobre, soit fruité mûr, donc plutôt fin de saison, novembre-décembre, quand l'olive commence à tourner un peu sur le noir. Et après, on a une autre olive, une autre huile d'olive qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus artisanale, qui est un peu notre fleuron. C'est l'huile d'olive fruitée noire à partir d'olives maturées, qui est vraiment le bébé des chefs avec qui je travaille à chaque fois en dégustation. C'est vraiment le produit qui ressort vraiment du lot parce que voilà, on est sur quelque chose d'assez fou. Et donc le but, c'était d'avoir vraiment, voilà, avec mon pool de producteurs, avoir toute la gamme, quoi. Et ça, c'est toi qui leur as fait la demande d'avoir justement ces 3 niveaux de maturité ou ils fonctionnaient déjà comme ça? Non, non, justement, le but, c'était de travailler avec plusieurs moulins pour compléter l'offre, justement. Parce qu'il y a des moulins qui font que le vert, des OK. moulins qui font que le mur, des moulins qui font enfin, que le noir, c'est rare parce que c'est artisanal. Mais voilà, et le but, c'était de compléter l'offre avec justement deux, trois moulins pour avoir une offre complète. Et aujourd'hui, voilà, on a trois vertes, une mûre et une noire, en gros. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec toi. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait, Mm. voilà, plusieurs niveaux de maturité, un peu comme dans le vin aussi qu'il y a plusieurs, Ouais, c'est et ça. même le variété des olives, en fait, Ouais, c'est assez, il y a une belle analogie à faire avec le vin et ça, c'est vrai qu'on totalement, ouais. quand on n'est pas Ouais, connaisseur, c'est vraiment comme le rosé, le blanc et le rouge, quoi. C'est comme si, en fait, l'huile d'olive classique un peu que tu retrouves partout, on va dire que c'est la fruitée mûre, quoi, parce que c'est la plus facile, entre guillemets, à faire. C'est la plus rentable, c'est celle qui a le plus de rendement parce que l'olive est plus grosse. Et du coup, c'est celle que tu connais, quoi. C'est comme si, en fait, mmh. dans le vin, tu connaissais, il y avait du rosé partout, mais en fait, il y a du rouge et du blanc qui existent, mais tu ne le connais pas vraiment, quoi. Et on l'a pas dit, mais elles sont qualifiées de grands crus d'huile d'olive. Est-ce que c'est Mhm. une vraie appellation? Quels en sont les critères, Non, ça n'existe pas vraiment l'appellation grand cru pour l'huile d'olive. C'est pour caractériser l'aspect plutôt artisanal et vraiment fait main, c'est-à-dire vraiment pour la qualifier l'aspect haut de gamme de l'huile qu'on commercialise. En fait, on l'appelle grand cru parce qu'elle fait partie des huiles qui sont dans les taux d'acide oléique ultra bas, c'est-à-dire en dessous de 0,4%.
0,4 pardon, et qui en fait on peut à ce moment-là qualifier de grand cru, c'est-à-dire que vraiment ce sont des huiles qui sont pressées très rapidement après la récolte, ce qui permet de conserver notamment tous les bienfaits de l'huile et les aspects notamment sur un point de vue des polyphénols de l'huile d'olive. Donc voilà, c'est ce qui permet à l'huile d'être vraiment ultra qualitative et ultra gustative. Donc c'est pour ça qu'on les qualifie de grands crus, quoi. Mais c'est pas une vraie appellation, on va dire légale, quoi. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu, comment c'est fabriqué? Parce que, pour situer, les bouteilles, si je me trompe pas, elles sont entre 30 et 35 €. Mhm. J'imagine que ça peut sembler conséquent pour beaucoup de personnes. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer le prix de tes, grands crus d'huile d'olive? Et en fait, c'est quoi la principale différence avec celle qu'on peut trouver, par exemple, dans la grande distribution? Enfin, je sais qu'il y a un ratio poids olive, quantité d'huile qui est assez, impressionnant Ouais. déjà, par défaut. Bah Mais, déjà, si tu pars sur la fruitée verte, par exemple, la fruitée verte, ce sont des huiles d'olive qui sont faites avec des olives de début de saison, donc qui sont tout petites. Donc en fait, déjà, le rendement de l'olive est ultra faible par rapport à ce qui est fait dans le commerce, qui sont du coup plutôt des fruités mûres. Après, deuxièmement, nous, on presse à froid, du coup, vraiment, on presse vraiment même 10 voire 20% dans dessous de la limite de la température accordée pour être en extra vierge. Donc, ce qui fait on a un encore meilleur rendu et un encore plus faible rendement. Donc, en fait, voilà, c'est explique notamment par ça. Faible rendement et du coup, coût de production très élevé. Et notamment en France, quand tu vas regarder, par exemple, dans le supermarché, si tu cherches de l'huile française, mais origine France, tu verras que ton litre va vite te coûter au moins 20 €, quoi. mmh, Même en grande distribution où c'est vraiment plus des gros d'accord. volumes, etc. Voilà, quand on est sur quelque chose de beaucoup plus artisanal chez nous, c'est cueilli à la main, etc. Donc, après, tu peux avoir de l'intensif aussi. Donc, c'est vraiment des haies d'olivier où c'est récolté par des machines. Donc, ça, la grande distribution, ça va plutôt être ça que tu vas retrouver aussi. Donc, voilà, en fait, il y a une différence là-dedans. C'est vraiment la méthode de récolte, la méthode de presse, les olives utilisées, parce que tu as des olives qui sont endémiques à la Provence qui ont moins de rendement que les olives que tu vas importer d'Espagne. Par exemple, si tu plantes la variété Arbusan, Arbequine, qui sont des variétés espagnoles, c'est des olives qui donnent beaucoup plus d'huile. Euh, donc voilà, si tu utilises ce type d'olive-là, pareil, tu baisses ton prix. Donc toi, nous, on est vraiment sur des olives en traditionnel, récoltées à la main, sur des olives endémiques à la Provence. Donc déjà, si tu fais ça, de base, ton prix est quasiment x2 par rapport à quelque chose d'intensif avec des variétés étrangères plantées en France, quoi. Et puis sur ta gamme, tu as aussi des AOP et elles sont pas toutes bio, hein, c'est ça? Si Elles je sont me pas trompe toutes pas. bio. Non, elles sont pas toutes bio, mais c'est un choix parce que c'est-à-dire que les agriculteurs avec qui je travaille qui sont pas en bio sont soit en conversion, soit en fait Ouais, en ouais, ils agriculture ont propre, juste pas le c'est-à-dire label. que voilà, sinon c'est qu'ils sont en agriculture propre, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de pesticides, mais en fait ils n'ont pas l'accréditation parce que c'est un process assez lourd, assez long Mmh. à mettre en place. Donc voilà, donc je porte une attention, mais pas particulière, quoi, juste une légère attention, on va Mmh. dire. Dans le sens où voilà, je fais juste attention à ce qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Après, s'ils sont bio, c'est encore mieux, mais je veux dire, quand tu vas dans un restaurant et que tu vas faire goûter à des chefs, à part s'ils ont un resto qui est full bio, ce qui va primer, c'est le goût, quoi. Derrière, voilà, si tu sais Bien que sûr. si tu fais pas n'importe quoi avec les arbres, euh, c'est très sain, quoi. Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que le label bio, ça se paye aussi. Enfin, voilà, Bah, faut c'est un répondre à un process, cahier quoi. des charges, C'est pas mais en juste, vrai voilà, ça ouais. ouais. C'est pas juste, je mets pas de pesticides, je suis en bio, quoi. Et du coup, quand tu as commencé à démarcher les chefs, enfin, comment ça se passe? Comment ils accueillent tes huiles à la dégustation? Bah, en fait, j'ai commencé simplement en fait en appelant des restos, beaucoup du coup Côte d'Azur, beaucoup Paris, parce que c'est là on va dire où il y a une concentration forte d'hôtels 5 étoiles, hôtels 4 étoiles, restaurants, belles tables, voilà, des choses assez poussées en termes de gastronomie. Même si en France on retrouve beaucoup d'endroits assez sympas à ce niveau-là, notamment Lyon, Bordeaux. Mais c'est vrai que étant seul, voilà, pour l'instant, je me suis focalisé sur les endroits où c'était concentré pour faciliter les déplacements, tout simplement. Et donc voilà, donc j'appelle, je passe. En général, toujours très bien accueilli, enfin même tout le temps d'ailleurs. Les chefs sont toujours très curieux en fait de Mmh. goûter des produits.
Ils sont encore plus contents quand ils découvrent des produits qu'ils connaissent pas. Donc après, voilà, il y en a qui sont vraiment maqués depuis des années avec une huile d'olive parce qu'ils connaissent le producteur depuis des années et des années. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts tout simplement à la dégustation de nouveaux produits. Mais ouais, non, plus ça se passe toujours très bien. Donc en fait, j'arrive, on se pose souvent en cuisine directement, on se pose, on goûte un peu avec l'équipe. Voilà, souvent très bien accueilli, hein, toujours des très bons retours. Après, tu as forcément des préférences, hein, des chefs qui vont te dire oula, la verte c'est trop fort. Par exemple, je prends n'importe quoi, un chef qui va plutôt être du nord à la base, qui aura un palais, on va dire, plus sensible à l'épice, il va plutôt se dire voilà, ça c'est pas pour moi. Et plutôt un chef du sud, il va vouloir un truc justement qui envoie plus. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une gamme un peu large pour justement pouvoir un peu satisfaire le spectre gustatif de chaque type de cuisine, on va dire quoi. Et après voilà, en général, les chefs ils font leur choix. C'est souvent, ce sont des huiles qui seront utilisées en cuisine pour des plats signature. Voilà, par exemple, parce que dans les restaurants étoilés, souvent il n'y a pas d'huile sur table. Et après, souvent dans les restaurants plus, on va dire, classiques ou festifs ou modernes, mais pas forcément gastronomiques, il y a des huiles sur table. Et dans ce cas-là, on peut retrouver nos bouteilles directement sur la table, sur des huiles plutôt, du coup, plutôt douces, parce qu'on va pas prendre trop de parti pris sur une huile très forte sur table, parce qu'on peut voilà, tuer le plat, quoi. Mais voilà. Après, ça arrive, par exemple, au Melbourne Riviera, Cap-Martin, ils utilisent notre fruité noir, qui est une huile d'olive très particulière, qui a un goût vraiment d'olive noire tapenade, mais ils l'utilisent en dégustation un petit peu en début de repas, avec un pain artisanal qu'ils font sur place, qui a un nom bizarre, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est très sympa, ouais. Tu as des utilisations, c'est vraiment là, en cuisine ou sur table, en fait. Et je crois que tu fais aussi des bouteilles un peu partenariat. Est-ce que à ce moment-là, ils interviennent dans l'élaboration de l'huile, enfin, Ça ou... dépend. En fait, c'était en projet cette année de pouvoir faire des cuvées sur mesure pour les restaurants. Mais malheureusement, en fait, la récolte a été vraiment pas top l'année dernière à cause de l'été, à cause enfin, des brûlures des bourgeons au printemps. Pour le coup, on avait eu de la chance, ça n'a pas gelé tardivement le printemps dernier, donc on n'a pas eu de gel de bourgeons. Mais malheureusement, les bourgeons, en fait, les fleurs ont cramé Ah au ouais. printemps, et ce qui a un peu tué la récolte. Ouais. Et Ah oui, donc, parce que ça, on n'en parle pas. On connaît ce qui fait qu'il y effectivement a, le gel, la grêle, tout ça, mais la sécheresse peut aussi faire ouais, cramer les bourgeons, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, ça avait pas gelé, donc on était content, et en fait, ça a cramé, quoi. Donc, Pourtant, dans le sud, vous êtes habitué à un climat. ouais, ouais, mais il y a eu des pics de chaleur sans pluie, tu vois. Donc, en fait, ça fait que c'était Ah sec, ouais. sec, et ouais. Et donc, ça a fait que ouais, ça a un peu tué la récolte, on va dire à 30-40%, quoi. Et donc, en fait, ce qui fait qu'on a moins de volume derrière pour justement un peu s'amuser et Ok. faire des cuvées particulières pour les chefs et tout. Donc, mais ils sont en projet, c'est-à-dire que voilà, j'aimerais bien du coup pouvoir le faire la saison prochaine si on peut. Mais non, pour l'instant, les collabs qu'on fait sur des bouteilles personnalisées, choses comme ça, c'est purement D'accord. graphique, quoi, design. Ok. Pourquoi tu as fait ce choix de commencer à démarcher les chefs et puis seulement maintenant d'ouvrir ça aux particuliers? Enfin, c'était quoi ton envie? En fait, le but, c'était de faire connaître la marque aux personnes qui sont vraiment un peu Mmh. référentes dans le milieu gustatif, hein, donc les chefs. Et donc, le but, c'était voilà, d'avoir des référents et des ambassadeurs un peu de la marque qui vont attester que le produit est bien, plutôt que de commencer dans l'autre sens. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Et puis, au final, c'est la partie qui est assez intéressante à développer parce qu'il y a pas mal de choses à faire et il y a plein de chefs qui la connaissent pas. Et puis, notamment, en fait, là, je commence à avoir des possibilités du coup de chefs qui seraient intéressés à l'étranger, comme Londres. Euh, des villes un peu plus voilà, assez axées sur les produits un peu haut de gamme français, comme par exemple Dubaï, où ils adorent ces produits-là, et le Japon, les États-Unis. Et donc, je vais me concentrer en fait sur ça aujourd'hui aussi beaucoup. Donc oui, j'ai ouvert la marque aux particuliers à l'hiver, mais en fait, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me focaliser Mmh. pour l'instant. C'est-à-dire que c'est ouvert, donc les gens peuvent l'acheter s'ils veulent. Ouais, mais tu vas pas mettre ton énergie aujourd'hui là-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, vu que je suis pour l'instant seul, après voilà, je dis pas que si bientôt je recrute quelqu'un ou quoi, et quelqu'un pourra s'occuper du B2C et moi je vais m'occuper du B2B par exemple, quelqu'un qui s'occupera de toute la com du B2C.
Mais voilà, le but c'est aujourd'hui de se focaliser plutôt sur les pros, continuer à développer ça et en ayant voilà le B2C ouvert pour Mm. l'instant. Peut-être que je suis pas à l'abri hein, de peut-être couper le B2C à un moment donné si je vois qu'en fait j'ai beaucoup trop de choses à gérer en B2B et que j'ai besoin du volume là-bas et que en fait voilà, en fait, ça va être des choix stratégiques d'entreprise. Hein, voilà, ça, on verra en fonction de comment ça évolue. Hein. Sur le site, je sais plus si j'ai vu que tu avais refait le site il y a pas longtemps, mais à un moment, on pouvait lire: «Bienvenue dans notre quête de l'excellence». Cette quête de l'excellence, elle se traduit comment au quotidien? Bah, le but, c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs produits et les faire rayonner dans les plus beaux endroits, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire transparaître la marque le plus possible à travers les produits d'excellence, justement, sur une qualité artisanale vraiment au top, quoi. Même si, voilà, ça reste de l'huile, mais on peut trouver des choses vraiment différentes par rapport à ce que tu peux trouver dans le commerce. Et je ramasse à chaque fois, hein, quand quelqu'un goûte nos huiles d'olive, quand quelqu'un goûte une bonne huile d'olive de Provence, à chaque fois, ils sont assez surpris par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de goûter, quoi. Si tu fais une dégustation à l'aveugle, je m'amuse à le faire de temps en temps, justement, pour confirmer un petit peu les produits, même si je sais, mais ça fait toujours du Mmh. bien de savoir que c'est toujours le cas. Et en fait, à chaque fois, ben, mon huile, elle ressort tout le temps au top, quoi. En général, je fais une petite dégustation avec des amis. Je prends une huile classique que tu peux trouver en grande distribution, mais un truc Mmh. pas dégueu, hein, un truc classique qui est bien, quoi. Je prends après une huile italienne un peu, on va dire pareil, un peu classique. Puis après, je prends la mienne et je fais goûter. Et à chaque fois, c'est assez clair, quoi. C'est souvent en grande distribution, italienne et Mmh. moi, quoi. Et après, c'est pareil. En fait, si tu veux en Italie, tu peux trouver des super produits et je peux faire une dégustation. Et là, ça devient plus compliqué à différencier. Mais comme quoi, voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a une vraie Ouais. différence entre les produits, quoi. En fait, en grande distribution, c'est vite très fade, quoi, hein, très doux. Et après, chez nous, on peut trouver des trucs vraiment très puissants, peut-être des fois trop, donc faut faire attention. Ouais, je confirme. La première fois que j'ai utilisé tes huiles, enfin, j'en revenais pas et vraiment cette différence entre les 3, je pensais pas qu'on pouvait avoir Ouais, une palette de saveurs aussi large, sur de l'huile d'olive, quoi. ouais, ouais, complètement. Bah ouais, la verte, c'est vraiment justement ce truc-là c'est vert, quoi, c'est herbacé, c'est herbacé et poivré, donc vraiment c'est fort, quoi. Après la mûre, on va être sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, qui aime beaucoup de goût, qui porte beaucoup plus sur les fruits, mais qui est assez équilibré, quoi, qui est beaucoup moins fort, mais qui reste quand même puissant vs une huile d'olive classique. Et puis après, on a la fruitée noire qui a vraiment un goût d'olive noire, quoi. Donc là, vraiment des vraies différences, ouais. Maintenant, je voudrais parler du coup un peu de ton identité de marque. Tu as des super belles bouteilles, des bouchons en bois, un beau papier de création, une dorure. On voit tout de suite que tu as soigné le packaging. Ça avait quelle importance pour toi, le visuel dans ce projet? Tout simplement, le produit qu'on commercialise est un produit assez haut de gamme, hein, parce que c'est un produit qui est artisanal. Donc, vraiment, c'est un produit qui coûte cher à la production. Donc, par nature, j'ai décidé de m'orienter sur un positionnement assez haut de gamme pour que ça aille en fait avec le savoir-faire qu'il y a derrière et le prix qui en ressort Mmh. du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur vraiment une étiquette un peu poussée faire justement ouais, transparaître ce côté haut de gamme et presque luxe quoi, hein, du produit qu'on fait quoi, tout simplement. Et est-ce que tu penses que ça a un impact, sur l'accueil de tes produits par les chefs, sur les collaborations, les partenariats, sur, même ton développement, sur la Mhm. réussite de projet, quoi? Bah, je pense que là, ça a un réel impact parce que les gens, quand on la voient, en général, c'est toujours oh, elle est belle la bouteille, oh, elle est belle la bouteille. Voilà, c'est vraiment, elle fait son effet, quoi. Je sais pas si c'est game changer quoi, dans la vente parce que les chefs, eux, on va dire, entre guillemets, s'en Mmh. foutent un peu, hein, c'est en cuisine, donc ça y fait quand tu la montres et ils trouvent ça joli. Mais eux, ils achètent rarement la bouteille en cuisine, ils achètent souvent en Mmh. plus grosse quantité, dans on appelle des bagging box, ce sont des petits cartons quoi. Et eux achètent plutôt sur ce format-là. Mais c'est vrai qu'après pour les tables, quand ils veulent mettre sur table ou quand voilà, quand ils veulent quand c'est à la revente, c'est vrai que ça a son utilité. Je revends quelques épiceries fines un peu comme ça au compte-gouttes sélectionnées sur le volet. Et c'est vrai qu'en général, ils me disent ouais,
en fait, ils ont acheté sans avoir Ok. goûté et ils me disent bah, j'achète parce que le packaging est beau et on se doute du coup que c'est bon. Et c'est le cas. Le but, c'est de faire du bon dans du beau et même pour eux en magasin, après, derrière, si, s'ils ont un beau produit, les clients seront plus enclins à choisir ce produit-là parce qu'il va ressortir du lot VS un bidon en métal, je dis n'importe quoi, noir, il se passe pas grand-chose. Ouais, si c'est travaillé, si le packaging est travaillé, ça veut dire notamment normalement que le produit est travaillé. Sinon, Exactement, ouais. voilà. Le but, moi, c'est tu peux faire du beau packaging avec un produit de merde entre guillemets, mais bon, c'est que du marketing et c'est pas top quoi, parce que en fait le client, le Il achète une fois, il consommateur, achètera pas bah, deux. voilà, tu vas le perdre quoi. Donc, c'est un peu comme quand tu vas dans un resto bien placé et que tu manges mal, bah, tu reviens pas quoi. Mais c'est un peu pareil. Mais je pense que sur des produits artisanaux, si les artisans ils prennent la peine voilà, de faire tout ce travail sur l'identité de marque, c'est que forcément derrière ils ont pris aussi du soin sur la conception du produit, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai, c'est notamment pour ça aussi. Il y avait des artisans que j'ai rencontrés, des petits artisans notamment, qui font pas des gros volumes, qui font des super produits, mais avec qui je peux pas travailler parce que c'est vraiment tout petit, quoi. Tu sais, c'est Mm. 100 litres, donc peut-être que je ferai des éditions limitées plus tard ou quoi, mais qui font des choses vraiment trop bonnes, même limite meilleures que ce que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et en fait, qui ont une petite bouteille, voilà, parce que ils font pas c'est pas leur Mm. métier quoi. Eux c'est vraiment des passionnés qui font juste un petit truc et ils s'en foutent ils vont vendre leurs 200 bouteilles ou leur je sais pas leurs 1000 bouteilles dans le coin et puis à la boutique l'été et puis tout quoi. Et ils font et c'est super bon mais voilà. Ces gens-là mériteraient du coup qu'on prenne leurs produits et qu'on les mette dans un truc de fou et qui ça rayonne quoi. Et ce serait que ce que j'aimerais Mm. bien faire avec le temps, ça serait arriver voilà à pouvoir faire des petites éditions limitées, 200 bouteilles, un truc de vraiment trop bon, encore meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. Et voilà, ça serait pas mal, quoi. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra se diversifier en termes de produits, pas rester que sur les livres aussi, mais bon, ça peut être quelque chose. Mm. Et au-delà du logo et du packaging, tu as vraiment soigné l'ensemble de ton image de marque. Je parlais du choix des bouteilles, des bouchons, du papier, mais tu as aussi fait 2 vidéos pour du Sud à des moments clés, avec des images magnifiques, Ouais, une vraie ambiance visuelle, un véritable storytelling. J'imagine que ça demande beaucoup de ouais. temps, beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose d'obligatoire dans une stratégie de communication. Pourquoi toi, tu as fait le choix d'investir là-dedans? Bah, la première vidéo, justement, était pour montrer la genèse du projet, et la deuxième vidéo était pour montrer le développement en fait, du projet, on va dire. Et pour moi, c'était important de montrer de la vidéo pour toucher plus avec de l'émotion. La photo, c'est sympa, mais c'est pas de la photo artistique vraiment où tu as de l'émotion, on va dire. Quoi. C'est plus joli et sympa. Mais la vidéo, vraiment, c'est des vidéos où ça permet de mettre vraiment de Mm. l'émotion avec la musique, l'ambiance, etc. Et donc, le but, c'était vraiment que la marque devienne une marque vraiment qui touche. Bon, ça, c'est dur à faire, c'est long, ça prend du temps. Je pense que ça prendra plus de temps que 2 ans, quoi. Mais bon, on avance comme ça. Et en fait, la première vidéo était vraiment la genèse du projet. Donc, tu vois la voiture qui se balade un petit peu en Provence, qui va de producteur en producteur pour trouver un peu les bons produits. Et enfin, on trouve les producteurs et on trouve l'huile et à la fin, on voit l'huile dans la bouteille, etc. Et ça finit sur un coucher de soleil sur des champs d'oliviers en Provence. Et la deuxième vidéo était vraiment au lancement officiel de grand public là à la fin d'année dernière où vraiment là tu vois plus le côté hôtel, restaurant, bah, c'est filmé au Biblos et après tu vois du coup une femme qui part avec les huiles du resto, qui va se balader, qui va faire une petite dégustation sur la plage avec du pain et tout en mode pique-nique, plus pour le côté un peu lifestyle de la marque. Voilà, donc c'est 2 vidéos, je pense, qui sont importantes, pour lesquelles j'ai réussi à pas trop dépenser d'ailleurs, parce que c'est deux connaissances qui ont travaillé avec moi sur ces projets. La première, c'est Enzo Del Testa, qui est un ami d'une amie du sud, du coin, et l'autre, c'était Pierre Caplar, qui est un très gros réalisateur de vidéos, notamment pour des marques de luxe sur Paris. Et en fait, ils m'ont tous les deux fait des prix d'amis, quoi. Même si ça reste conséquent, hein, parce que ça coûte cher ce genre de production. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir produire des belles choses à moindre coût
Et moi, du coup, j'étais un peu à la réalisation derrière, quoi, voilà, pour les Oui, j'allais idées, demander les quel rôle tu plans, avais là-dedans. C'est toi qui as etc. écrit le script, qui as choisi les Ouais, acteurs. en gros, c'est ça. Pour la première vidéo, c'est vraiment moi qui ai décidé les plans, etc., les lieux, la façon, voilà, d'avancer sur le film. Euh, En très grande majorité. Et sur la deuxième partie, enfin sur le deuxième film avec Pierre, là c'était vraiment en collaboration parce que lui il a vraiment beaucoup Mmh. d'expérience sur ces sujets-là. Et donc moi j'avais mes idées et on les testait, lui de temps en temps aussi proposer des choses pour, par rapport à ce qu'il savait, ce qui marchait, etc. Et au final, par exemple, on a fait la matinée à l'Intercontinental de Marseille et l'après-midi à Saint-Tropez. Et en fait, toute la matinée, on n'a mis aucun rush. On Mmh. a tout, en fait, on a tout pris de l'après-midi, quoi. Et c'est lui qui a fait le montage et je suis très content, quoi. Et voilà, c'est vraiment en collaboration, quoi. Mais avec Enzo aussi, hein, mais avec Pierre parce qu'il a vraiment une grosse expérience de ce type de produit, dans ce type d'éléments de haut de gamme, de luxe, etc. Donc voilà. Mais les deux très bons, Ah bah, c'est magnifique, ouais. techniquement, Il y a notamment vraiment une vraie sur ambiance. le rendu en fait. Hein. Ouais, bah, c'est gentil, merci, merci à eux aussi. C'est vraiment l'avantage qu'on a eu avec le premier, c'est qu'on a fait du drone qu'on n'avait pas avec Pierre, on n'avait pas prévu. Mais bon, Oui, je pense que l'histoire que tu racontes, elle nécessite pas de drone pour la seconde vidéo. Enfin, voilà, c'est deux histoires différentes. Et je t'ai pas demandé, bon, moi je le sais évidemment, mais est-ce que tu peux raconter en quelques phrases ce que raconte le logo? ok. Bah, en fait, le logo, c'est le S du Sud, donc c'est le S central. En fait, mon logo, il vient pas de la première lettre, mais du centre. Bon, c'est assez original. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je trouve ça cool. Et en fait, c'est le S du Sud, donc qui représente notamment sur la partie basse du S la goutte. Et il représente aussi également bah, le soleil sur le haut, en fait, un lever de soleil de Provence sur le rond du haut, qui est en fait un soleil quand on prend le logo dans sa manière, dans sa forme la plus complète, parce qu'on a le logo aussi simplifié où il y a juste le S sans les rayons. Et, j'ai trouvé d'autres, donc c'est vraiment le soleil et la goutte d'huile, donc voilà, c'est les deux éléments principaux. Et alors moi, j'ai trouvé d'autres éléments qu'on m'a donnés sur le logo qui a été trouvé, que je trouve assez pertinent. C'est que le S, il fait quasiment un signe infini qui représente un peu la longévité de l'arbre, tu vois, de l'olivier, quoi, parce que c'est autre chose qui vit des milliers d'années, hein, donc c'est un peu les gardiens du temps. Donc l'infinité, ça, je trouve ça bien. Et il y en a qui Mm. m'ont aussi trouvé la clé de sol, tu sais, un peu, ça fait un peu clé de Ah sol, oui. quoi. Et donc ça, c'est peut-être un peu plus pour le côté artistique de la marque. Donc c'est vraiment qu'en fait, tu as beaucoup de signification C'est vrai qu'on parle de notes, des notes fruitées et tout ça, donc Mhm. ça peut aussi avoir son sens. Mhm. Et pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie? C'est quelque chose que les gens trouvent beau et que les gens retiennent et qui reconnaissent. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à notre logo, j'ai remarqué que je trouve que le S seul, sans rayon, est vraiment puissant par rapport à le logo complet. Donc en fait, j'utilise de plus en plus le S seul partout, au plus possible en fait. Et pour moi, du coup, le but, ce serait qu'en fait, quand les gens voient ce logo-là, ils disent ah ouais, c'est du sud. Tu vois. Et c'est le but pour moi, c'est simplement ça. C'est pour moi une expérience visuelle réussie, c'est que les gens voient le logo sans voir le nom de marque en entier et ils savent ce que c'est quoi. C'est que Mm. le logo traduit la marque. Et en fait, là, quand t'as ça, t'as réussi, hein, je pense. Hein. Et d'ailleurs, le nom du Sud, tu l'as trouvé facilement? Alors, ben, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu la genèse du projet. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je voulais faire un concept de restaurant qui associe mets et huile d'olive, ce qui se fait de plus en plus Mm. d'ailleurs maintenant en gastronomie. Et donc, j'en discutais du coup avec mon frère qui travaille dans la restauration et il me disait que c'était vrai que c'était compliqué de se lancer dans la restauration sans avoir vraiment de background, soit en cuisine, soit en gestion de restaurant, etc. Donc je me suis dit, ce serait peut-être bien dans un second temps de monter les restos. Donc je vais commencer par autre chose. Donc en fait, j'ai continué mon process de cheminement d'idées par, ben, en fait, je vais faire le Nicolas de l'huile d'olive. Donc voilà, les caves à huile, en fait, Mhm. quoi. Donc on a commencé à se renseigner sur les pas de porte, les locations de lieux à Paris, de boutiques, les marges de revente de produits de producteurs, etc. Donc
c'était assez compliqué d'un point de vue marge. Je me suis dit que c'était compliqué, quoi. Ça passait vraiment, vraiment juste. Et en fait, j'ai regardé d'autres marques qui faisaient ça, comme Olivier Co et à l'Olivier, je crois. Et en fait, c'est un peu ce même modèle. Euh, et en fait, ils ont un positionnement assez rue, fort trafic, très touristique, etc. Quand moi, je voulais faire un truc plus pour les Français, Mm. enfin, c'est pas le même positionnement. Mais du coup, je me suis dit qu'en fait, j'allais tout simplement pas faire cette idée-là. Et en fait, j'ai réfléchi à un nom de marque dans la tête en conduisant. Et je pensais à produits du Sud, etc. Et je me suis dit du Sud, tout simplement du Sud. Et je me suis dit du Sud en un mot, c'est pas mal. Du Sud en un mot, c'est pas mal. Et ça forme justement en plus un palindrome. Donc c'est un mot Mm. qui est dans les deux sens. Et en fait, en pensant au nom de marque, je me suis dit, mais en fait, du Sud, je vais faire une marque de produits du Sud, en fait, tout simplement. Complète, pas faire une boutique, pas faire un resto, machin, je vais faire une marque. Et en fait, c'est parti de là. Et en fait, l'idée le plus projet est presque venue du nom qui m'est venu en conduisant, quoi. Enfin, c'est un peu, je crois que c'est ça le cheminement. Je suis pas sûr, mais il me semble. C'est rigolo. Et du coup, on sent que tu mets de l'attention aussi dans le choix des mots, notamment à travers le nom des cuvées. Comment tu as Ouais. choisi le nom de tes bouteilles? Est-ce que ça a été facile? Et qu'est-ce qu'elles signifient? Bah, en fait, on a choisi bah, celles que tu peux retrouver sur le site en grand public, c'est donc intensité, élégance et délicatesse. Intensité parce qu'en fait, on est sur un produit qui est fruité vert, donc qui est fort, donc qui est intense, donc voilà, ça coule de source, quoi. Après, on est sur élégance, qui est en fait un produit qui est plus doux, du coup, qui est plus léger, qui est plus du coup élégant, forcément. Donc, on se trouvait que ça marchait bien avec le fruité mûr, qui est plus équilibré. Et après, on a le fruité noir qu'on a appelé délicatesse parce que c'est vraiment très doux. C'est très doux, c'est presque olive confite, quoi. Olive noire confite. C'est d'ailleurs utilisé notamment en pâtisserie par certains grands chefs avec qui je travaille en France. Et le but, en fait, était de donner des adjectifs féminins pour personnifier un petit peu le caractère des huiles d'olive. Et donc, voilà, intensité, élégance, délicatesse, qui traduisent assez facilement ce à quoi on s'attend, quoi. Donc intensité, vraiment puissance, quoi. Élégance, voilà, quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est léger. Et après, on a du coup délicatesse qui est vraiment voilà, très doux, en fait, qui est doux, délicat, qui est sucré presque, en fait, quoi. Sur le choix des mots, je sais plus si c'est sur le site ou sur Insta, j'avais lu allongez-vous, fermez les yeux et écoutez comme ça sent bon. J'adore cette phrase. Ouais, alors je sais plus où j'ai mis Ouais. ça. Ouais, je Je sais sais, plus où tu l'avais mis, je sais plus où mais j'ai utilisé, mais j'aime bien cette phrase. Ouais. En fait, c'est une phrase que ouais. j'avais vue il y a longtemps sur une citation de quelqu'un, je sais plus, mais c'était un vieux truc, hein. Et, ça m'est toujours resté dans la tête. Et il faudrait que je retrouve, j'ai utilisé ce texte d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez puissant. Fermez les yeux, allongez-vous et écoutez comme ça sans bon. Enfin, c'est vraiment pour s'immerger dans l'esprit du sud et de la Provence, quoi. Vraiment, tu goûtes l'huile d'olive, t'es à la cigale, quoi. Ouais, bah c'était ma question, c'était quel message tu avais envie de faire passer du coup avec ce projet Ouais. dans sa globalité. Et je crois que c'est vraiment ça, enfin, tu as envie de transporter des gens Ouais. dans la Provence. Le but, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment que les gens goûtent la Provence, quoi, en fait. Et ça, on le sent aussi en ouvrant tes colis. Alors, je sais pas si tu le fais pour tout, toujours, mais on trouvait des brins de lavande. Et pareil, je trouve que tout de suite, l'expérience, enfin voilà, t'ouvres. Même avant l'ouverture du colis, tu t'es immergé dans la Provence. T'avais Tu l'odeur mets déjà avant l'ouverture du colis? il me semble, ouais. Ouais, Et je trouve pas ça mal assez ça. puissant, quoi, vraiment. Ouais, ouais, c'est un petit truc. Et justement, j'allais te poser la question, tu mets aussi un petit livret, du coup, qui explique les Mm. huiles, avec des conseils de Ouais, dégustation. Pourquoi c'est c'est ça. important pour toi de soigner ces détails? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place pour enrichir l'expérience client? En termes de livraison particulier, les petits plus, ouais, c'est ça, c'est le petit livret qui explique les bouteilles, les cuvées et quoi en faire, on va dire entre guillemets, et comment les utiliser. Et le petit brin de lavande en plus, ouais. Après, on a fait des coffrets qui sont voilà aux images à l'image de la marque avec des petits designs, etc. Euh, et en fait, le livret d'ailleurs que j'ai fait était le premier livret que j'avais lancé en production à la création du projet. Et en fait, là où il manque quelque chose qu'il faut que je mette à jour là, ça va être que je donne pas d'ordre de dégustation si la personne prend plusieurs huiles en fait.
Et je pense qu'en fait, je vais devoir faire un Ah nouveau oui. livret. En gros, tu as les descriptions des produits. Mais en fait, j'ai remarqué que l'ordre de dégustation, si tu veux vraiment te faire une dégustation, les enchaîner pour toutes les goûter d'un coup, a son importance. C'est ce que je fais en fait en dégustation avec les chefs. Mais en fait, quand j'envoie ça, je me disais pas que les personnes allaient tout goûter d'un coup Mmh. et qu'ils allaient plus en utiliser une et la kiffer, la finir, en utiliser une autre. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à rajouter plus tard. Mais après, en Bah, termes sur les d'expérience livrets, client, tu dis avec quoi les consommer, donc oui, tu vas plutôt les utiliser en cuisine, dans le ouais, plat, que tu as conseillé, donc mais peut-être ouais. que oui, il y a des gens, juste pour goûter vraiment la différence, qui ont envie de se faire une petite dégustation. Bah ouais, carrément, c'est possible. Et pour les chefs, je sais pas, bon après tu le dis, c'est livré pas du tout de la même manière. Enfin, est-ce que tu mets en scène les dégustations? Enfin, j'en sais rien. Pour les chefs, j'ai un petit coffret où j'ai mes petits échantillons dedans là, de 50 millilitres. Je les sors, j'explique un peu les produits, puis après on les déguste quoi. Mmh. Après, en fait, le problème de l'huile d'olive en dégustation, c'est que la dégustée pure sur les produits qu'on fait nous, ce sont des huiles qui sont très fortes sur certaines, et en fait c'est dur en dégustation. Ça attaque vraiment, c'est assez puissant. Donc c'est pour ça que toujours je leur laisse les échantillons. Et je leur dis, voilà, goûtez avec vos plats, goûtez Bien sur vos sûr. préparations, parce que ça sera complètement différent, quoi. Là, on goûte pur parce que c'est pour les comparer, on va dire. Mais, c'est vrai que si tu goûtes pur une huile classique que tu as chez toi et que tu goûtes pur une des miennes, la classique de grande description, tu auras l'impression que c'est de l'eau, quoi, à côté. Et, euh, et ça, c'est assez puissant. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je rajoute en dégustation avec les chefs toujours, je pense, une petite baguette ou quoi pour leur montrer que c'est différent, quoi. Et quelles sont tes ambitions pour du Sud? Parce Mm. qu'on a beaucoup parlé d'huile d'olive, mais comme tu le disais, ton idée d'origine, c'était, d'élargir ça, à Ouais. d'autres produits provençaux. Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles, hein. À court terme, là, en fait, on va sortir une bouteille en céramique. Mmh. On a fait un design. Je fais ça en fait avec un ami qui est design 3D pour des architectes sur la Côte d'Azur. Et il m'a fait des sketchs. En fait, moi, je voulais créer une bouteille en céramique qui s'inspirait notamment des amphores un peu antiques, des amphores d'huile d'olive que tu peux trouver en Provence, dans les musées et tout. Génial. Et en partant de ça, et de mélanger ça un peu avec les codes un peu du luxe actuel, type par exemple la bouteille Dior, tu vois, un peu le style, c'est un peu une amphore au final. Le but, c'était de mélanger un peu ces deux choses-là pour en faire un produit. Et donc là, on a fini le design et là, je suis en train de finir les, 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 les prototypes en fait. Ce sera des bouteilles qui seront proposées justement pour les grands hôtels, palaces, pour les tables en fait. Donc ça va être vraiment une très belle bouteille céramique avec le logo, le S, le fameux S du coup seul incrusté dans la céramique, une petite pièce en métal, quoi. Et avec un bouchon, normalement, on devrait pouvoir faire un bouchon en bois d'olivier, ça devrait être possible. Et ça, voilà, ça sera exclusivement dédié aux grandes tables, en fait. Parce que c'est vrai que nos bouteilles aujourd'hui, elles sont jolies, elles sont sympas, mais c'est vrai que là, ça va vraiment marquer un pas en plus dans le standing, quoi. Et à plus long terme? Et alors, oui, ça, je me suis arrêté en cours, mais ça, c'est à très court terme. Mais après, à plus long terme, il y a plusieurs choses. Il y a deux directions. Bon, il y a évidemment la diversification des produits. Là, on commence à faire des olives un peu pour les chefs, en B2B, quoi. On se faire des olives de table. Je pense pas faire de tapenade parce qu'en fait, la tapenade, il y a rien de meilleur qu'une tapenade fraîche. Donc, j'ai pas envie de. J'ai envie de faire le mieux qui peut se faire. Donc, ça m'embête un peu de faire de la tapenade en pot, quoi. Donc, je vais sûrement m'arrêter aux olives. Et je pense diversifier après d'autres produits. Ça, c'est un peu pour la marque. Mais après, on va dire à plus long terme, ça va être. Il y a deux axes qui se dessinent. C'est soit faire justement des sortes de boutiques, épiceries, resto, un peu, du Sud, où vraiment ça serait des produits de Provence, avec des petits tapas de Provence, etc., où tu pourrais acheter des huiles. Voilà, en France et éventuellement, je pense à l'étranger, ça pourrait être top. Et tu as donc cet axe-là, qui est vraiment côté un peu boutique physique, restauration. Et tu as un autre axe éventuel qui serait plus partir sur le bien-être cosmétique, c'est-à-dire faire une branche du Sud Mmh. qui serait toute la cosmétique autour de l'huile d'olive, quoi. Faite avec de l'huile d'olive française, Provence, etc. Et là, tu as plein de choses à faire aussi. Tu as, la provençale bio
qui est assez connu, qui fait ça, enfin, qui fait pas mal de choses autour de ça. Et en fait, qui est une filiale de L'Oréal, hein, mais il se la joue un peu artisanale, etc. Mais en fait, c'est L'Oréal derrière. Et le but, ce serait de faire une marque un peu comme ça. Ce serait de faire voilà, une marque mais du sud cosmétique ou un truc, voilà, une branche cosmétique autour de l'huile d'olive parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de bienfaits autour de ce produit. Et je pense que c'est pas assez mis en avant, quoi. Et un jour, avoir tes propres hectares Angleterre, d'oliviers. ouais, ça c'est aussi dans les petits papiers parce que ça sera toujours mieux de pouvoir avoir sa propre production, de contrôler sa propre production et être maître, quoi. Et même pour l'histoire, ça sera encore plus beau. Et, euh, et donc, oui, c'est dans les papiers, ouais. C'est pas encore d'actualité, mais je pense que ça sera potentiellement réalisable si peut-être à un moment donné je fais une levée de fonds avec des investisseurs pour justement accroître la notoriété de la marque et accroître le capital pour pouvoir justement acheter des terres et ce qui fait que ça enchaînera un petit peu sur la croissance de la marque. Ouais, Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais au lancement, tu avais fait une ouais, campagne crowdfunding sur ouais, c'est Ulule. ça. Est-ce que ça avait bien fonctionné? Ouais. Ça vous a vraiment aidé à lancer le Alors, ça avait projet? bien fonctionné. On avait vendu, enfin relativement. Je voyais ça beaucoup plus puissant. Mais au final, j'étais un peu déçu, hein. Mais ça a quand même bien fonctionné, hein, mais c'est juste que moi, je vois un peu trop grand, je crois. Et en fait, ouais, on a vendu, je crois, quelques 200, on a fait partir quelques 200 colis, quoi, à peu près 140 bouteilles et 60 kits de dégustation, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, avec les colis, on mettait des t-shirts, des tabliers, tu sais, plein de petits produits en plus. Donc, ce qui fait qu'en fait, à la fin, ça ne nous a pas rapporté grand-chose, hein. C'était quasiment du zéro, quoi. Ok. Ça permettait de se lancer, de faire connaître un peu la marque. Et voilà, je pense que c'était bien. Mais au final ben, à la base, j'avais un associé qui est parti. Et en fait, au début, on voulait faire B2C et B2B. Et en fait, donc ça, c'était un lancement B2C, quoi. Et donc, en fait, à la suite de ça, je me suis concentré essentiellement sur le B2B pendant un an. Donc on va dire que Mm. c'était pas forcément bah, utile dans la chronologie du projet. Mais bon, Ouais, si c'était à refaire, ouais, tu referais pas si c'est à dans refaire, cet ordre-là, en tout en cas. fait, je le ferai le lancement, mais au lancement officiel de là, il y a 2-3 mois, quoi. Je l'aurais fait à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y avait Mm. déjà vraiment un vrai background, quoi. Oui, et encore une fois que tu as la notoriété des chefs et tout, ça aurait Voilà. peut-être aussi aidé. Il y avait un vrai background. Là, on était vraiment personne, quoi, on va Mm. dire. C'était pour ça que, en fait, 80% des gens qui ont acheté, c'était des connaissances, quoi. Alors que là, si j'avais refait un Mm. truc maintenant, je pense que ça n'aurait pas été la même. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas de l'entrepreneuriat. Oui, bon, vous avez rien perdu. Après, c'était. Bah, si on peut dire perdu du temps, mais bon, c'est pas perdu. Mais voilà. Oui. Mm. Stratégiquement, j'aurais pas fait comme ça si j'avais su la suite. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Et ben on arrive doucement à la fin de cette interview. Je vais te poser mes petites questions rituelles. Est-ce que tu as un plat doudou, réconfort, quand tu as besoin de remonter le moral? Oh, C'est quoi ton voilà. plat réconfort? C'est compliqué, j'aime beaucoup de choses, hein. J'aime beaucoup de choses. Un plat réconfort, mais je pense que je vais faire très classique, hein, c'est pas de pesto, quoi. C'est d'une efficacité déconcertante. Mais pas de pesto, c'est pas que pas de pesto, c'est pas de pesto, huile d'olive, fleur de sel et parmesan, évidemment, hein. Non, Bah, évidemment, évidemment. évidemment. Et quelle huile d'olive alors? Ah ben, quand j'ai de la mienne, hein, mais sinon, il y en a Oui, d'autres. mais laquelle? Ah, ben, plutôt élégant, ça, du coup. Mais des fois, ça m'arrive d'utiliser, évidemment, très souvent, des huiles du commerce, hein, mais il y en a des bonnes, hein. Je vous conseille notamment Monini, qui est une huile italienne que tu retrouves assez souvent, qui est vraiment très bonne. En fait, t'as de plus en plus, depuis le lancement du projet, depuis 2-3 ans, tu as de plus en plus de bonnes huiles en rayon, enfin, des huiles, on va dire, de Mhm. plus en plus d'huiles correctes, vraiment, vraiment correctes en rayon. Euh, et dans le sud, notamment, nous, tu as pas mal de, je sais pas si c'est le cas à Paris, j'ai pas fait gaffe, je me souviens plus. Tu as de plus en plus de produits locaux. C'est-à-dire que tu vas retrouver de l'huile française faite en France et pas française d'origine Mm. UE, là. Ouais. Donc, ouais, non, c'est derrière un changement de point de vue à ce niveau-là sur les grandes distributions, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, tu as rapidement évoqué que vous étiez revendu chez quelques épiceries fines, Mm. mais pourquoi c'est pas un canal que tu développes, que tu travailles Parce qu'en fait, je travaille essentiellement. par manque de temps? Ouais.
je travaille essentiellement le canal des restaurants et des hôtels, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, ça sera un canal qu'il faudra développer parce que on est dans plein de beaux endroits et on est validé par plein de grands chefs. Donc forcément, les épiciers, je pense qu'ils seraient ravis de pouvoir le revendre. Mais on n'est pas, on va dire, reconnu dans le milieu parce que il faut travailler, il faut aller les voir, il faut les faire goûter. Et, donc pour l'instant, non, c'est pas quelque chose qu'on travaille beaucoup. Mais je pense qu'à terme, ça va arriver, ouais. Donc là, en fait, il y a quelques épiceries qui nous trouvent, qui ont goûté dans un hôtel, dans un resto, qui nous contactent, nous ont vu sur Insta, par exemple. Mais c'est au compte-gouttes, hein. C'est d'être 5% de mon chiffre d'affaires, quoi. Oui, toi, pour l'instant, c'est vraiment Ouais, par manque de temps, donc c'est plutôt eux qui te trouvent c'est ça, voilà. que toi qui C'est les pas du tout démarches. développé, mais ça pourrait être, je pense, par expérience, quasiment 50% de mon chiffre d'affaires, hein. Vraiment quelque chose à développer et énormément, mais bon, voilà, c'est étape par étape. Et puis, Et je pensais, est-ce que tu envisages peut-être de faire des concours aussi? Enfin, je pense aux épicures de l'épicerie fine ou mhm. au concours général agricole. Ouais, c'est des idées. Ces idées, moi, je suis pas très médaille, je suis pas très concours, pas très médaille, c'est pas trop mon. Je sais pas, j'avais un peu tiens ton pins, mais non, je sais pas, je sais pas trop mon, c'est pas Ouais, trop mon truc, mais je pense que ce serait important de le faire à bout d'un moment. En fait, je sais que les producteurs avec qui je travaille le font déjà et gagnent des médailles euh, avec les produits qu'ils font. Donc, moi, je sais que les produits qu'on fait, ils sont très bien, donc j'ai pas, on va dire, de besoin. Mais je pense que c'est surtout bien pour la bah, communication, pour que les gens découvrent ton produit. c'est ça, Et c'est ça, c'est une stratégie, c'est plus de la com, quoi, pour et moi. puis encore une fois, en épicerie fine, bon, si tu as le petit macaron, médaille d'or des épicures de l'épicerie fine, bon, je Ouais, pense que c'est un argument, ouais, différenciant, voilà, c'est quand sûr. quelqu'un qui n'y connaît rien, Ouais, je dis ça plus se dans le retrouve. sens, le petit pins, dans le sens, la médaille, peu importe, c'est plus pour la com que ça peut être intéressant, mais j'ai envie, c'est pas parce que c'est médaillé ou pas médaillé que. Enfin, c'est pas ça que je recherche, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est vrai que par contre, pour la com, oui, ça peut être intéressant de faire ça pour faire justement un petit coup de com, faire connaître la marque, en fait, quoi, tout simplement, ouais, Mmh. vraiment. Ouais, c'est une idée, c'est pareil, hein, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, que j'ai pas encore mis en place. C'est une organisation, ça coûte de l'argent, etc. Donc, mais, Mmh. et ouais, c'est potentiel, ouais, sur la saison prochaine. OK. Bon, je me suis un peu égarée, du coup, je reviens à mes Ok. questions rituelles. Est-ce que tu as une marque coup de cœur, que toi tu adores, que tu aimerais partager? Ouais, bah, j'ai envie de dire une fille qui fait un peu la même chose que moi avec le vinaigre de pomme, c'est Archie, c'est Marina. J'ai rencontré Ah oui, ouais, vinaigre de pomme Archie, bah, t'es normande en plus, t'es de Normandie, non? C'est pas ça? oui, Voilà. ouais. Et en fait, c'est une fille que j'ai rencontrée bah, il y a un an, quelque chose comme ça. Et vraiment super fille. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a pas mal de similitudes dans notre projet. Et elle fait des super produits. Vraiment, on est sur le même type de fonctionnement. Voilà, on travaille avec des producteurs locaux de chez nous. Elle fait le vinaigre, moi je fais l'huile d'olive, quoi. Enfin, on a vraiment des grosses similitudes à ce niveau-là. Et ouais, c'est une super marque, c'est une super fille. Eux, ils sont vraiment axés pour le coup pas mal sur le B2C. Très santé. Ouais, très santé, bien-être, B2C consommateur. Ils font hein, beaucoup d'épicerie fine et évidemment et quelques restos. Mais eux, leur communication est très forte autour de ça, quoi. Ils ont une vraie communication. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à elle, moi, j'ai pas de communication, quoi. Parce que voilà, je suis seul, donc je peux pas tout faire. Mais eux, ils ont une très grosse communication, c'est très bien fait, c'est très santé, justement, voilà. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, éventuellement, le pivotage ou le spin-off de la marque à faire une marque d'olive santé. Où, Mmh. je sais hein, qu'il y a par exemple des marques à Londres, il y a une marque à Londres qui fait de l'huile d'olive à boire, quoi, tu vois. Comme Archie, Marina, le vinaigre, ils ont un axe de communication santé. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur voilà, un petit bébé du Sud qui serait axé en santé, bien-être, cosmétique. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, ouais, donc Archie, pas mal. Bah, écoute, en plus, merci de ouais, je connaissais, mais j'y avais pas pensé. C'est typiquement, ce serait vraiment quelqu'un que j'aimerais interviewer parce que je sais que, en plus, ils ont repositionné. Enfin, avant, ça s'appelait Archive. Ils ont Ouais. refait l'identité qui était déjà pour moi réussie. Donc, Mhm. écoute, je vais la contacter parce que ça m'intéresse d'avoir son histoire. Yes. OK. Est-ce que alors, c'est pas une question facile, est-ce que tu as le souvenir d'un dernier achat un peu impulsif, Mhm. sur le design? Genre en épicerie fine, tu pas besoin mais t'achètes parce que le packaging est beau?
Non, bah, je pense qu'en fait, c'était quand je suis allé à Londres, là, cet hiver. En fait, c'était chez Harrods, j'ai acheté du thé pour ma mère parce qu'elle adore ça. Et en fait, c'était Wallis et Futuna, je crois, la marque. Et c'était un très beau en thé, tu vois, à l'anglaise, hyper design et tout. Enfin, c'était très joli, très un peu artisanal, justement. Et là, j'ai craqué parce que ça faisait justement très artisanal, quoi, très à l'ancienne artisanal. Je trouvais ça vraiment top. Et je trouvais ça vraiment puissant. Et c'est vrai à l'époque, à la base, la bouteille du chute à l'origine, je voulais vraiment faire une bouteille très simple, très artisanale, sans rien. Malheureusement, les contraintes légales font que tu as besoin d'écrire des choses. Et c'est pour ça aussi que je sors cette bouteille en céramique, qui sera en fait une bouteille en céramique qui sera ultra simple. Il n'y aura rien dessus à part le logo. Et en fait, du coup, je vais y attacher une étiquette en collier qui fera qu'en fait, ça sera justement ultra sobre en fait. Ouais, donc c'est la sobriété du produit, un peu côté artisanal, je trouve ça puissant, quoi. Et tu le fais faire par un artisan, Il y a plusieurs possibilités. C'est soit à la main par un artisan, mais le problème, ça va être la régularité, c'est-à-dire pour la fermeture, c'est pas fou parce que tu vois, si l'ouverture est pas tout le temps la même, le bouchon va pas forcément tenir tout le temps. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Mais du coup, je pense que je passerai par un moule. un moule, ouais. Donc, ça sera pour avoir une régularité de base et qui sera un peu ma bouteille un peu 0,1, quoi, qui sera un peu le basique. Et derrière, je pense que je ferai l'essai limité avec l'artisan. Bon, du coup, ça répond un peu à ma question, mais je voulais savoir si tu avais des actualités à partager. Est-ce qu'il y a autre chose que cette bouteille Non, vraiment, les grosses actualités, c'est vraiment ça. C'est la bouteille qui est en conception et les premières touches à l'export là, avec des distributeurs aux US et en Asie. Donc ça va être des gros sujets. Et je pense que les deux m'ont dit que ça marcherait super bien. Donc on va voir ce que ça va donner. À la base, moi, j'ai fait les produits pour les Français au début parce que je voulais leur faire découvrir les projets. Je voulais exporter la Provence en fait en France, quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà, on va dire que le but est de développer le projet, de le faire connaître. Et peu importe où ça nous amène, on y va. Et justement, s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, soit des chefs pour goûter tes huiles ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi de manière privilégiée? Bah, LinkedIn, efficace, Michael Cross. Sinon, Insta du Sud tiré du bas FR. J'ai changé d'ailleurs, avant j'avais écrit du Sud France, je trouvais ça moche, donc j'ai changé, je sais pas si t'as vu, j'ai mis du Sud FR. Je trouve ça un peu mieux, du Sud France, ça fait un peu bizarre. Mais le problème c'est que j'aimerais bien mettre du Sud simple, mais le problème c'est que du Sud simple il est déjà pris. Donc c'est dommage, tant pis. Et t'as déposé le nom de marque? Ouais, il est déposé depuis le début. En fait, je l'ai déposé avant de créer la boîte, je crois. Je me suis tellement dit que c'était un nom de génie, alors un fou. Parce que le plus simple et parfois justement le plus. Ouais, je me suis dit que c'était simple et je me suis dit si c'est pas pris, c'est fou parce que c'est tellement simple et que c'est pas pris. Donc je l'ai vite déposé. Et en fait, je pense que ça aurait pas marché s'il l'avait fait en 2 mots. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir un nom de marque qui désigne un lieu ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est très réglementé tout ça. Et genre maintenant, tu peux plus t'appeler du Sud en Provence, tu vois, officiellement. Tu peux le mettre dans ta communication, mais et en fait, c'est passé dans le fait que ça soit en fait un seul mot, parce qu'en fait, du Sud en un seul mot, ça veut rien dire, donc tu peux pas, ça peut pas être refusé, quoi. Donc c'est cool. Bon. Écoute, super. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour avoir répondu à mes questions. Voilà, je souhaite beaucoup de réussite dans ce projet et puis j'ai hâte de voir cette fameuse bouteille en céramique. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta @audrey.graphisculinaire pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.